Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Sciences psychédéliques, votre source première d'informations sur la recherche scientifique à propos des psychédéliques en langue française. À quoi ressemble le parcours d'un chercheur en sciences psychédéliques? Quelles sont les études les plus importantes en cours en Europe et comment intégrer ces recherches en tant que scientifique? On discute de ceci et d'autres questions avec le Dr Thomas Palenicek de National Institute for Mental Health de Prague. Mais d'abord, ce podcast parle des substances qui sont classées dans la liste des stupéfiants et sont illicites. Ce podcast n'est pas une incitation à l'usage des stupéfiants, ni la présentation des stupéfiants sous un jour favorable. La mission de ce podcast est d'informer à travers une approche basée sur la science, la compassion, la santé publique et les droits humains. Si vous avez des questions sur les risques liés aux stupéfiants ou si vous êtes en crise, veuillez vous référer au site internet drogue-info-service.fr. Bonjour, Dr Thomas Palenicek. Bonjour. Enchantée. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Avec plaisir. Oui, vous nous parlez aujourd'hui de Prague, c'est ça? De République Mhm. tchèque? Exactement, pas Parfait. de Prague, à côté de Prague. On est situé à Klecany, c'est un petit village juste à côté de Prague. Mais bon, de Prague. Cool, trop bien. Et vous travaillez avec l'Institut national de santé mentale, c'est ça? Mhm. Oui, d'accord. Exactement. Et c'est l'établissement, enfin, plus grand établissement pour santé mentale en République tchèque, n'est-ce pas? Mhm. Exactement. Il y a une part de recherche, la recherche préclinique, la recherche clinique, et on a une part clinique où on a des patients, ce sont des patients typiques, des patients psychiatriques typiques. On n'a pas des enfants, on n'a pas des addictions, mais le reste, on a ici. D'accord. Merci beaucoup. Et vous êtes un chercheur en psychédélique depuis le début de votre carrière. Mhm. Pour aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on comprenne un peu plus sur votre parcours dans votre carrière Mhm. et aussi de comprendre un peu plus sur votre travail actuel Mhm. qui semble depuis ces perspectives assez énormes. Du coup, vous êtes Principal Investigator, PI, ça veut dire le chef de recherche en République Mhm. tchèque pour l'étude de MAPS, Mhm. pour le traitement de TSPT Mhm. par MDMA. Et aussi, vous êtes Principal Investigator, du coup, chef de recherche pour l'étude COMPASS en République tchèque. Mhm. Mhm. COMPASS, pour ceux qui ne sont pas au courant, est en boîte C'est une étude, c'est une société qui fait la recherche sur psilocybine, euh, l'étude qui est maintenant sur qu'on participe, c'est phase 2B sur les patients avec la dépression résistante. Et l'idée de cette étude, c'est de chercher la dose optimale de psilocybine qui pourrait être effective en traitement de la dépression résistante. énorme. Trop bien. Ben, merci beaucoup pour votre travail et pour votre temps aujourd'hui. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur l'étude de Compass? Du coup, évidemment, ça commence de cette idée que psilocybine a une efficacité déjà euh, de, Oui, de... on sait déjà de passer des époques de 20e siècle, quand ils ont fait des études, des expériences primaires avec des substances psychédéliques, que psilocybine pourrait être effectif dans certains types de désordres psychiatriques. Et un des candidats the most hot candidate, le plus haut, le Oui, plus
Le meilleur candidat, c'était la dépression parce que euh, déjà, à l'époque, ils ont trouvé que c'est effectif là-bas. Après, c'est anxiété, où psilocybine a montré effectivity. Et après, déjà, on sait que psilocybine est aussi effectif dans le traitement d'addiction. Euh, le traitement de dépression, c'était initié avec l'étude qui était faite en Angleterre avec le team de Robin Carhart Harris qui ont fait la première étude sur dépression résistante avec psilocybine, où ils ont montré que psilocybine pourrait être traitement de dépression qui est similaire à kétamine. Ça veut dire qu'il y a un euh, effet très rapide de traitement, qu'après une dose, dans ce cas-là, c'était 2 doses, dans une semaine, ils ont pratiquement éliminé la dépression dans beaucoup des participants de cette investigation, et que les effets persistent des semaines ou des mois après ces 2 traitements. En comparaison avec des traitements traditionnels où on prend des antidépresseurs pendant presque tout le temps, on doit espérer entre 4 et 8 semaines avec la dose suffisante pour voir s'il y a un effet ou pas. Il y a des patients qui sont résistants. Ça, c'est une révolution de traitement de dépression. On a vu ça la première fois avec kétamine. Et le problème de kétamine, c'est que l'effet n'est pas tellement persistant. Avec psilocybine, c'est peut-être, on va voir comment sera le résultat de cette étude. S'il a un effet, c'est possible que ça persiste plus long qu'avec le kétamine. Ça veut dire entre quelques semaines jusqu'à 6 mois dans quelques patients, ce qui était vu dans l'étude antécédente. Et le COMPASS, c'est une étude multicentrique qui est faite en Europe et en Amérique aussi. Et l'idée, c'est de trouver lequel dose est optimale pour traiter les symptômes de dépression ou la dépression dans les patients qui sont résistantes aux traitements antécédents pharmaceutiques. Oui, et comment ça fonctionne le protocole thérapeutique? C'est quoi le rôle de psychothérapie dans les effets, dans l'efficacité? Et aussi, c'est quoi le rôle d'intégration dans les résultats? Euh, c'est bon, quand on veut faire des études sur la substance qui est substance psychédélique, on ne veut pas que la psychothérapie euh, est quelque chose comme un facteur qui peut être plus efficace que le traitement. Alors, ça veut dire que la psychothérapie, qui est une part de cette étude, n'est pas du tout, disons, invasive, ou qu'on va chercher des traumas et essayer d'expliquer et proposer des solutions, etc. C'est plutôt au niveau de explication, qu'est-ce qu'on peut faire comment pourrait être l'expérience, quelles sont des expectations, et après, c'est plutôt le laisser parler de patient et intégrer l'expérience qu'il a eue. Alors, ce ne sont pas des interprétations, ce n'est pas une thérapie interprétative ou quelque Mhm, chose qui est directif. C'est plutôt un thérapie supportif mhm. pour qu'on puisse voir un effet de la substance sur la dépression et pas l'effet de psychothérapie. Mais quand même, c'est très important parce que les patients qui entre l'état psychédélique avec la substance peuvent avoir des expériences vraiment rares, vraiment bizarres, qui pourraient être difficiles à intégrer dans la vie normale. Et pour ça, ils ont des thérapeutes avec lesquels ils peuvent intégrer ça dans la vie normale et avoir un support en cas s'il y a un problème, anxiété ou quelque chose qu'il ne comprend pas, etc. Alors, c'est fait comme ça. D'accord. Du coup,
c'est pas le cas où on donne la substance psychédélique qui, en fait, a un effet qui chamboule tout. Et après, on va te prendre et on va faire un peu de psychothérapie sur toi parce que c'est un très, très bon moment pour faire des corrections et tout. Mais c'est plutôt dans le mode de soutien. Du coup, on est là pour soutenir ou euh, euh, voilà, recevoir et maintenir tout ce qui euh, sort, tout ce qui arrive, pour que les patients peuvent, comment dire, comprendre ou faire, je cherche un mot, une expression, euh, euh, make sense de Mhm. l'expérience. Bon, en général, ce qui est, je pense, moi personnellement, ce qui est très important, c'est que les substances psychédéliques, on n'utilise pas que pour l'effet biologique. Il y a des gens qui ont une Oui, réponse, qui vont répondre très bien biologiquement sur l'effet, sur psilocybine, sur kétamine, sur n'importe quoi. Mais l'intégration et la psychothérapie, c'est quelque chose qui est vraiment bénéficiel. Et on sait très bien que ce sont les deux choses, la psychothérapie et la pharmacothérapie. Ça peut être la pharmacothérapie normale, ça peut être la pharmacothérapie psychédélique qui, si on les combine, on a beaucoup meilleur outcome oui, que si on prend une chose séparée à l'autre. oui, Mais d'accord. pour savoir si le Sibin est effectif, on ne veut pas le mélanger avec une longue avec une psychothérapie longue qui va intervenir ce qui se passe, qui ne va pas être tellement standard, etc. Pour les thérapistes, dans l'étude, il y a un manuel therapist manual qui exactement décrit comment ils doivent se comporter avec des patients parce qu'il n'y a pas grande variabilité. Ils ont des discussions entre les thérapistes et tout ça pour compartir, pour se diriger au même niveau, euh, pour qu'ils tous font la même chose, pour qu'à la fin, on puisse comparer des résultats. Parce que si il y a un non-standard psychothérapie inclus dans cette étude, ça va pas résulter dans ce qui est important de savoir si le Cibin est efficace, est effectif et quelle dose de psilocybine est la plus efficace. D'accord. Et du coup, quand vous dites les effets biologiques, ou Mhm, ça veut dire comment le psilocybine, du coup, le molécule, elle réagit sur le cerveau mhm. ou voilà, sur l'organisme. Et qu'est-ce qui change, quel récepteur il touche. Et c'est ça les effets biologiques. Et après, les effets un peu plus du côté psychologique ou intégratif, ça veut dire que comment on comprend ou comment on trouve la logique de ce que nous avons vécu en tant que patient pour que pour voilà pour faire face à la réalité de voilà Mhm. à l'expérience. Mhm. Bon, comme je pense sur les substances psychédéliques dans le traitement des différents désordres psychiatriques, différents problèmes psychiatriques, c'est qu'on a l'effet biologique, on peut parler de effet immédiat. On sait que les substances comme psilocybine ou LSD, par exemple, directement affectent un type de récepteur sérotonine 2A. Ouais, Et après exposition sur la dose de psilocybine ou LSD, cette récepteur est internalisé, pratiquement disparaissent. disparaissent dans le cerveau pour certaines périodes. Ça veut dire, en réalité, si les gens prennent plus de doses une jour après l'autre, ils vont avoir moins des effets. Mhm. Après, dans certaines périodes, les récepteurs vont se renouveler et vont se recréer dans le cerveau.
déjà, cet récepteur, on sait qu'il est vraiment connecté avec anxiété, avec la cognition, avec la dépression. Et les D'accord. antidépresseurs classiques qu'on utilise, il y a certains groupes qui aussi affectent cet récepteur, mais la manière opposée. Les substances psychédéliques sont des substances qui stimulent cet récepteur, ce sont des agonistes. Et les antidépresseurs traditionnels, ce sont des antagonistes. Mais en fait, ils font la même chose, qu'ils affectent le même récepteur. C'est un mécanisme pharmacologique, on peut dire, par exemple. C'est vraiment une simplification. D'accord. Alors, c'est interaction avec le récepteur. Le deuxième effet, qui est vraiment populaire aujourd'hui, c'est quelque Mhm. chose qu'on appelle neuroplasticité. D'accord. Ça veut dire que le cerveau est construit des cellules qui s'appellent neurones et glia, et ils sont connectés avec des interconnexions, avec des synapses. Oui. Et on sait des études sur les tissue cultures, sur les cultures cellulaires, que majorité des substances psychédéliques peut induire euh, euh, Des euh, nouveaux synapses. des créations de nouveaux synapses entre les neurones et plus de choses qui sont supportives que les psychédéliques euh, euh, augmentent la neuroplasticité. Oui. Et on sait très bien que dans la dépression, il y a un décrément de neuroplasticité. On sait très bien aussi que dans les patients qui sont déprimés pour longtemps, ils ont une part de cerveau qui s'appelle l'hippocampus, qui est plus petit que dans Oui. la époque normophorique. Et on sait que les traitements normaux, traditionnels d'antidépresseurs peuvent augmenter que la taille de l'hippocampus peut rentrer dans la normalité ils sont traités bien et s'ils sont dans la normophorie. Et maintenant, on sait très bien que les psychédéliques aussi peuvent induire la plasticité synaptique. Ça veut dire c'est une raison biologique pour laquelle peuvent être associés avec la réponse antidépressante. D'accord. Et ce qui est important, qu'ils le font vraiment rapidement. Dans une journée ou dans 2 jours, on peut voir déjà des changements de neuroplasticité. C'est vraiment vite, vraiment rapide. Et Oui. pour ça, les substances psychédéliques, ils sont aussi appelés rapid onset acting antidepressants, des antidépresseurs avec une Mhm. action vraiment rapide. Alors, Rapid onset act. ce sont des mécanismes biologiques, on peut dire. Ouais. Et Alors pour comment dire pour like summarize Mhm. pour faire un petit sommaire. Du coup, la dépression c'est lié à le fait que le cerveau n'est pas suffisamment plastique. Ça veut dire Mhm. que on a tous les synapses, tous C'est- les liens qu'on fait, on le fait toujours les mêmes et on n'a pas, on a l'impression que rien peut changer ou il Ben, peut on est pas toujours, ce que vous dites, on est toujours dans le niveau de connexion fixée ou quelque chose comme ça, connexion mais fixe. le cerveau est une neural network Oui, qui est vraiment plastique. Il y a les connexions physiques, c'est une chose, mais après, c'est quelque chose qui est dynamique, qui se change, qui se change dans le temps. Et une explication, c'est que dans cet état de dépression, comment c'est dit network en français? C'est RED? euh, Non, réseau. ouais, réseau. Les réseaux neuronaux sont plus rigides. Ils ne se changent pas tant facilement, Oui, d'une part, alors les effets dynamiques sont moins dynamiques que normalement oui, dans et la dépression. dans la dépression. Mais avec les psychédéliques, on dramatiquement change la connectivité, la fonctionnalité Oui, de ces réseaux. on Ils sont, allume ce réseau tout de voilà, suite dans voilà. un jour. Ouais, Et l'idée, la hypothèse, c'est que passant l'état psychédélique, l'expérience et cet état de hyperconnectivity ou hyper euh, énergie à augmenter dans le cerveau. Euh, le cerveau euh,
le cerveau se transforme dans un état qui est euh, toujours pas le même comme au niveau dans la épisode psychédélique, mais qui est moins rigide qu'à la fin il était avec la dépression. Que ça change, que ça fait une transition d'un état moins rigide par un état très dynamique sur un état Oui. plus dynamique, plus variable, disons, et interactif. Et c'est ça l'image qu'on a vue de la recherche de Imperial College de Robin Carhart Harris que vous avez Mhm, évoqué, qui est d'un côté le cerveau la fonction de cerveau mhm, normal sur un MRI, du coup, résonance magnétique, je crois. mhm, mhm, Je suis pas un scientifique. Et enfin, allumé dans certaines parties. Et après, sur les psychédéliques, il est tout allumé. Du coup, mhm, il y a tous les liens qui sont activés et il y a des nouveaux liens. Et d'après ce que j'ai compris, ces nouveaux liens sont des, sont, sont la représentation qu'on on a pu récupérer par la science, par les instruments, de ce que est expérimenté dans les expériences sur le prise des psychédéliques où on a des hallucinations ou des nouvelles compréhensions des choses, des nouvelles perspectives sur des, des situations ou de notre vie. Ou, voilà et que ces liens, ces nouveaux liens sont, mais ces nouveaux liens sont aussi faibles. Ils ne sont pas très forts après l'expérience et c'est là que intégration peuvent aider à faire euh, à trouver la logique des nouveaux, des nouvelles compréhensions, des nouvelles perspectives, mhm, et après les intégrer dans la vie quotidienne mhm, sans les psychédéliques mhm. pour que ces nouveaux liens peuvent être fortifiés. Et Exactement, exactement. Ça, c'est la chose qui est la part psychologique qui, je crois, c'est aussi important. Presque tout le monde qui travaille avec les substances psychédéliques pense que c'est la chose très importante. C'est exactement ce que vous dites. Il y a des moments qui arrivent pendant l'expérience psychologique qui peuvent découvrir quelque chose qui est d'entre nous, qu'on n'a pas vu avant, ou peut faciliter des process qu'on a bloqués avant pour certaines raisons qu'on ne les voit pas. Et ça, c'est une matériel pour intégration après et pour faire le changement dans la vie qui peuvent intégrer dans la psychothérapie. Parfois, les gens parlent on parle sur quelque chose qui s'appelle peak experience, qui peut être vraiment transformatif. Parfois, les gens parlent d'expérience spirituelle, il y a mystique. mystique, et voilà, et que ces moments peuvent changer, peuvent être importants pour la réponse au niveau de changement de l'humeur, etc. Nous, D'accord. ce qu'on a des nouveaux résultats, ce qu'on n'a pas publié, mais on est en train de préparer ça dans une publication, on a regardé sur un paramètre qui s'appelle entropy Pardon, dans comment le il s'appelle? cerveau. Entropy, Entropy, d'accord. c'est Le chaos. c'est le niveau de chaos, le niveau de désorganisation de système. Et comment c'est connecté avec le changement d'humeur et aussi comment est connectée l'expérience per se avec le changement d'humeur. Ce qu'on a fait dans les volontaires humaines qui sont sans, pas patients, on a fait une étude avec psilocybine et on a collecté des datas pendant l'intoxication et juste après. Et après un mois après l'intoxication. Un mois après l'intoxication, on a cherché, on voudrait savoir si ils ont, comment est leur humeur, comment sont leurs relations et tout ça. On a utilisé une échelle de Rolando Griffiths qui s'appelle Persisting Effect Scale. Plus Et
ce qu'on fait maintenant, ce sont des corrélations entre l'expérience et cette échelle et les sub-échelles qui sont part de cette échelle. Ce qu'on a trouvé, on a trouvé que si les gens ont une expérience vraiment positive qui est décrite par Oceanic Boundlessness dans la échelle Altered State of Consciousness Scale. C'est quelque chose qui va euh, vraiment faire une forte prédiction que l'humeur, un mois après l'expérience, va être mieux qu'avant. Mais ce sont des gens Oui. sans, ce ne sont pas des patients avec dépression. Alors, c'est quelque chose de très important qui disent aussi que le setting, l'expérience est très important pour le outcome, pour comment ça sera dans plusieurs Mhm. semaines. Et Du aussi, on coup, a vu que plus l'expérience est positive, un mois après, ça va affecter le changement d'humeur qui va être mieux. le plus positif expérience, le plus positif humeur à la fin, un D'accord. mois après. Euh, on a aussi fait des analyses de entropie qui vient de le signal qu'on a enregistré avec électroencéphalogramme. Et là, on a trouvé que l'état de cerveau qui est à la fin de la session, là, les gens ne sont pas intoxiqués, c'est déjà terminé, l'expérience, mais Quand vous l'état dites de cerveau à la intoxiqué, fin, bon, les gens, pendant la session, ils prennent le psilocybine. Ça prend entre 3 et 5 heures le pic d'expérience et après 6 heures, ils sont déjà normaux. mhm, Mais ce qu'on a trouvé, qu'à la fin, 6 heures après qu'ils prennent le psilocybine, l'état de leur cerveau est important pour prédiction de effet sur l'humeur un mois après. Et que ce n'est pas le pic, le oui, changement qui est le plus haut de l'expérience, mais que c'est le transition de cerveau sur un état à la fin de l'expérience. Ça veut dire un état à la fin de l'expérience que les à gens la sont fin. déjà normaux et quelque chose qu'on peut utiliser pour faire la prédiction, comment sera l'effet à la fin, Du un coup, mois après. plus que euh, et l'état de cerveau, comment vous mesurez ça? C'est par fMRI? Non, on a utilisé, on a les deux, mais pour cette chose-là, on a utilisé EEG, EEG. électroencéphalographie. Et là, on a des possibilités similaires d'utiliser des calculations qui découvrent la entropie, la connectivité et tout ça. D'accord. Du coup, EEG, ça mesure quoi dans le cerveau à la fin Ça, de ça, l'expérience ça mesure, EEG, c'est une méthode qui enregistre l'activité électrique du cerveau, qui est électrique? produite par des neurones, parce que la communication entre les neurones, c'est électrique. Et de ça, on peut calculer beaucoup de mesures différentes. Euh, c'est l'activité électrique, comment dire, euh, la énergie, power, par exemple, mais aussi on peut regarder si la irrégularité de signal qui est enregistrée euh, dans le temps. Ça veut dire ce qu'on peut interpréter comme la pardon, entropie. On utilise la méthode qui s'appelle approximate entropy, D'accord. Oui. qui en fait décrit quelle est la probabilité que le signal dans, dans certaines périodes peut être prédictif au signal qui suivent. Ça veut dire, Oui. c'est quelque chose qui décrit la régularité de signal collecté Oui. par EEG. Et de cette mesure, on peut, non, on a trouvé cette Corrélation. association, corrélation avec la lumière à la fin. L'humeur à la fin, De, un mois après. un mois après, pardon, à la fin D'accord. de notre expérience, de notre investigation qui dure un mois. D'accord. Vous avez dit plein de choses. On remonte. Du coup, pas seulement que plus que l'expérience est positive, les résultats sont positifs aussi. Du coup, il n'y a pas vraiment un intérêt de donner des psychédéliques aux patients
sans l'avoir créé des conditions où ce patient peuvent avoir une expérience positive, n'est-ce pas? Il y a pas un vrai intérêt. Euh, voilà. Et aussi, en utilisant EEG, vous avez trouvé une corrélation entre l'état de cerveau à la fin de l'expérience avec les résultats un mois après qui correspond à un changement d'humeur augmenté en fonction euh, de, de l'activité Mm. euh, é- électrique dans le cerveau. Waouh, cool. J'essaie Ouais. d'interpréter ce qui est on est vraiment là à les frontières de la science contemporaine sur ce sujet. Du coup, c'est énorme de parler avec vous. Ah, merci. Pour faire tout ça, vous avez suivi des formations au training spécifiques pour des psychédéliques. C'était quoi? Comment vous Donc, avez été alors, formé? bon, au début, moi, je suis médecin, alors j'ai fait des études sur la médecine. Après, j'ai ma licence de spécialisation en psychiatrie. Ça veut dire j'ai passé 5 ans, bon, un peu plus de 5 ans de training de psychiatrie. Et en même temps, j'ai fait la recherche. Et dans cette période-là, il n'y était presque personne qui pourrait donner des euh, cours ou entraînement de psychothérapie psychédélique. C'était difficile en République tchèque. C'était difficile partout au monde. C'est pas comme aujourd'hui qu'il y a plusieurs centres qui offrent l'entraînement de psychedelic assisted psychotherapy. Ça, c'est 2002. J'ai initié à 2002, voilà, exactement. Mais c'était avec la recherche avec des animaux et après avec la recherche sur les volontaires santé, c'était vers 2005 avec le kétamine et le psilocybine arrivait beaucoup plus tard. Quand même, je suis entraîné dans la psychothérapie aussi, standard. Après, j'ai passé un entraînement avec des expériences avec Altered States of Consciousness, qui était pas avec les substances, c'était parce qu'il y a plusieurs méthodes comment changer notre consciousness, État, notre état de conscience, conscience. notre état de conscience. Et voilà, j'étais aussi sur certains workshops et entraînements de Compass et avec des autres gens qui ont fait le holotrope breathwork, holotrope breathing. Mhm, Donc, c'était mon background thérapeutique. Là, dans les études, ce qu'on fait, je ne suis pas dans le rôle de thérapeute, je suis mhm, dans le rôle de clinicien, de docteur, de médecin. On mhm. a des thérapistes qui s'occupent, parce que là, dans les études, c'est diversifié, qu'il y Diversifié. a, c'est diversifié, qu'il y a des médecins qui s'occupent de l'état, qui contrôlent quel est l'état, s'il y a un changement de l'humeur, s'il y a un changement au niveau de l'activité, tout ça. Et après, ce sont des thérapistes qui font la thérapie parce que c'est pas Mhm. biased, parce que c'est pas euh, Biaisé, ouais. biaisé. Voilà. Le thérapeute D'accord. qui est dans le procès, il peut pas Ouais, bien évaluer l'état de patient au niveau ouais. de la dépression. Et vous s'occupez du coup de la partie scientifique. Mhm, Et la partie scientifique, c'est objectif. Du coup, on doit vraiment comprendre est-ce qu'il y a cet effet à ce point-là ou est-ce qu'il n'y a pas et à quelle échelle et tout. Et après, il y a des thérapeutes qui ont été aussi formés pour soutenir les gens dans ces états modifiés de conscience assez spécifiques, euh, qui ont été également expérimentés dans les états modifiés de conscience, soit par des psychédéliques, soit par respiration holotropique. Et c'est eux s'occupent, qui sont focalisés sur le patient, qui sont focalisés de donner le soutien dans son travail,
le patient est au centre, Mhm, alors que pour vous, vous s'occupez de la partie scientifique mhm. et les deux sont séparés. Oui, pour les études de maths et de compas, c'est comme ça. Oui, Après, on a réussi d'avoir une autre étude qui est la recherche académique. Et oui, là, on veut comparer psilocybine et kétamine, les deux substances qui sont les plus recherchées dans l'époque. Et là, on va avoir le rôle de clinicien et thérapeute en même temps, mais c'est clair que je ne peux pas être un clinicien de même patient avec lequel je vais être un thérapeute. C'est aussi une question de réseau, parce que réseau personnel, parce qu'on a limitation de combien de personnes peut faire travailler avec des patients qui sont intéressés dans cette thérapie. Ça veut dire qu'on doit faire tout, en fait, oui. dans notre étude académique. C'est pas comme dans les études cliniques qui sont contractuelles. D'accord. Et c'est quoi la différence entre études académiques et cliniques? Académique, ça veut dire... Non, non, les deux sont cliniques, mais Ah, d'accord. ce sont des études contractuelles. Or, la recherche contractuelle de Compass, du MAPS, c'est eux qui sont le sponsor, Oui, euh, qui ont designed l'étude et on respecte leur protocole et nous, on est contracté, ça veut dire qu'on travaille pour eux. oui, Avec la recherche académique qu'on a, c'est moi qui a préparé le protocole, qui a désigné toute l'étude, qui a fait tout. oui. Et cette année, j'ai obtenu un projet recherche, un support de l'État pour faire cette étude. Alors, ça, c'est la différence. Bravo, parfait. Merci beaucoup. Et comment est-ce qu'on, ici en France, peut intégrer dans les recherches de Maps ou Compass et ou également commencer notre propre euh, recherche académique, clinique académique. Et quand je dis ça, je parle évidemment voilà, la question ou votre réponse peut être adressée aux médecins français ou francophones ou psychiatres, psychologues, thérapeutes ou aux étudiants. Donc, alors, j'ai déjà 2 fois présenté sur le congrès psychiatrique plus grand en France. C'était le congrès psychiatrie français, je pense que CPF, je pense, ça s'appelle. CP, d'accord. Alors là, j'ai présenté avec quelques gens qui sont quelques Français, quelques gens de l'Europe qui sont francophones. Alors, je pense là, il y a Vince Verroux qui est français, qui est situé en France, Vincent. qui a des informations plus courantes qu'est-ce qui se passe en France. Oui, Après, France est un autre pays comme tous les autres dans l'Union européenne. Alors, ça veut dire qu'ils doivent respecter les mêmes règles pour faire une étude clinique, clinical trial. Et c'est parce que ce sont des études avec des substances qui sont contrôlées. Il faut avoir les deux permissions pour travailler avec des substances contrôlées et de faire la recherche clinique avec ces substances et avoir the IRB, the Ethical Committee Approval, mhm. euh, Comité d'éthique. comité d'éthique. Et après, bon, ça peut aller. Bien sûr que sans les réseaux, ça peut pas marcher. Il faut trouver quelqu'un qui va financer ça, qui va supporter. Et je connais pas des agences en France, je connais pas. Oui. Et Euh, combien ça coûte un recherche clinique ça vraiment dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Il y a grandes différences entre des salaires, entre des pays. Par exemple, chez nous et en France, le salaire des médecins est vraiment, des gens est vraiment différent. Ça peut Oui, changer beaucoup le prix. Et en général, et aussi, ça dépend s'il y a quelqu'un qui veut euh, faire la substance jusqu'à la registration et marketing, commercializing, la vente de traitement, ou si c'est quelqu'un qui fait la recherche académique, parce que si derrière c'est la registration et
euh, avoir le marché, ce sont des millions, parfois euh, plus que vers 100 millions de dollars pour au DARO d'investigation qui peuvent entrer dans le procès de registration. Si D'accord. c'est une étude académique, ça peut être beaucoup moins cher, mais quand même, c'est cher. Oui. C'est pas gratuit et ça dépend aussi qu'est-ce qu'il y a derrière. Si c'est que une investigation des effets cliniques ou s'il y a la résonance magnétique, de neuroimaging, électroencéphalographie, des collections des paramètres biologiques qu'on peut mesurer et Mhm. voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui explique le développement de le fait que vous êtes si avancé en République tchèque, parce que vous êtes quand même un des 3, 4, 5 centres en Europe qui mènent ces recherches pendant un moment déjà, soit 2, 3 ans, 4 ans, parfois 5. Qu'est-ce qui Bon, explique? bon, je ne sais pas, c'est personal enthusiasm, enthousiasme personnel, Oui, c'est une chose. Résistance à beaucoup d'obstacles qui sont sur le chemin, parce qu'il y en a pas mal au niveau bureaucratique et il y a beaucoup de gens qui toujours pensent que ce sont des drogues, des mauvaises substances. Et voilà, il faut convaincre. convaincre les gens qui sont dans les positions importantes qu'on veut faire quelque chose du bon. Et bon, après, trouver l'argent, trouver euh, la confiance aux agences des grant agencies, des grants qui font le support. Et voilà, c'est comme ça. Mais ça prend du temps. J'ai commencé en 2001. En fait, mon PhD en 2002, j'ai obtenu mon premier projet sur les substances psychédéliques, mais c'était sur les ratons. C'était pas dans les animaux. Mhm. Et ça a pris Oui. plusieurs années avant qu'on arrive dans l'état qu'on peut faire des études avec des patients. D'accord. Il faut qu'on commence avec des ratons et dans 20 ans, on va Je pense arriver. que dans cette période-là, c'est pas tellement important, mais Oui, pour ça, on était un des premiers parce que avant, c'était pas possible de commencer de faire la recherche avec psilocybine chez les humains parce qu'il n'existait pas le GMP, psilocybin, oui, la oui. substance qui était faite pour qu'on puisse utiliser dans les humains, dans les patients, etc. Pharmaceutique. Oui. C'était dans la qualité pharmaceutique, voilà. C'était Oui. vraiment différent avant. Parfait. Changement de sujet vite fait. L'étude de MAPS. Est-ce que MDMA dans la thérapie de stress post-traumatique résistant en thérapie sera autorisé par le EMA, par l'Agence européenne de médicaments en 2024 ou 5? Euh, Et Bon, on ne sait jamais. Ça dépend des résultats de la phase 3 de l'étude qui est déjà en Amérique et qui va arriver en Europe. J'espère que pas, pas trop tard. Euh, Maintenant, on a une part de l'étude de phase 2 qui est plutôt une phase euh, où tout le monde reçoit le médicament. On cherche l'idée, c'est de trouver aussi quelques paramètres neurobiologiques. Alors, il y a une résonance magnétique qui est part de cette étude. Et bon, pour enregistrement de traitement de ce type, ça prend des années. En principe, c'est important d'avoir les résultats de phase 3 qui est suffisamment fort pour que puisse convaincre que l'effet de traitement est meilleur ou c'est une alternative avec des autres traitements qui sont déjà disponibles. oui, Euh, c'est mieux quand c'est supérieur que le traitement ordinaire.
on peut, déjà avec des résultats qu'on a vus d'Amérique qui sont déjà publiés, on peut, il y a une bonne tendance que ça peut arriver. Euh, dans un moment quand ça c'est terminé, après c'est une procès de to market, de marketer Oui, la substance oui, et enregistrée comme un traitement. En plus, là, il y a un autre problème, c'est que MDMA, psilocybine et toutes ces substances sont enregistrées comme des substances contrôlées dans la groupe qui n'a pas utilisation médicale. oui. C'est que pour la recherche. Et ça devrait aussi résulter dans le changement de législation, legislation, comme on dit en français, dans les Euh, lois, oui, le dans les changement lois, des lois, changement de loi, ouais. changement des lois qui vont dire que psilocybine, MDMA ou des autres substances potentielles ont la effectivité de traiter quelque chose, ils vont être reclassifiés dans une autre catégorie. Ils peuvent Oui, rester contrôlés, mais reclassifiés. C'est aussi un process qui devrait être contrôlé par United Nations parce que là, ils ont proposé les catégories, catégories des substances contrôlées, les oui, scheduled substances, et si c'est quelque chose qui est international, tout le monde devrait respecter ça. tout Mais à fait. alors, il y a C'est aussi sur une part politique échelle, derrière. ouais. C'est sur Schedule 1 maintenant, du coup, Mhm, sans intérêt thérapeutique. Et ça peut exactement. être déclassifié sur euh, la catégorie 2, qui Avec un va, potentiel thérapeutique, voilà. oui, pour qu'il reste aussi contrôlé, Voilà. Et ça devrait, et ça ça peut devrait libérer passer, aussi voilà. l'accès à la recherche de. Voilà. Et ça devrait passer au niveau international. Et après, c'est l'État par l'État, s'ils sont d'accord avec cette réclassification, c'est aussi un process politique qui est Oui. derrière. Oui, et ça se passe à la comité euh, des stupéfiants Commission on Narcotic Drugs Mhm, qui se passe chaque mars généralement chaque année à Vienne, Autriche. mhm. Bon, bah parfait. J'ai quelques petites questions pour finir. Je vais pas vous, je respecte votre temps beaucoup parce que je sais que vous faites des choses très importantes en ce moment. Euh, comment ça se passe que vous parlez français si bien? Bon, en 1989, on a eu ici le changement de régime. On appelle Oui, ça révolution de velours. Moi, j'étais dans une école des langues, l'école primaire des langues, et oui. j'étais en septième. Et jusqu'à ce moment, j'ai appris russe. Et après la révolution, ils m'ont offert de choisir une autre langue et j'ai choisi français. C'était parce que ma tante est française, mais on n'a jamais parlé français avec ma tante et avec mes cousins. Mais bon, j'aimerais bien de parler français. Et presque tout le monde dans ma famille, ma grand-mère, mon grand-père, ils ont parlé français. Ils ont beaucoup, ils ont adoré France. Ils ont passé, mon grand-père, il a fait ses études en France. Il y a des musiciens très connus aussi. Et donc, alors, je me suis décidé, bon, d'accord, je vais essayer d'apprendre français. En même temps, j'ai initié de faire les cours à l'Institut française à Prague. Et après, quand je suis allé au lycée, on a reçu un professeur de français qui était un professeur de l'Institut français. Alors, j'ai terminé l'étude là-bas, j'ai continué à l'école. Et après, j'ai rencontré des Français qui ont pris leur service civil à Prague dans les soirées. On s'est fait amis et sorti beaucoup. Finalement, on a organisé des soirées. Pratiquement pendant 4 ou 6 années, on était tout le temps ensemble. Et comme ça, euh, mon français évolué À travers la fête. au niveau de maintenant. Bravo, Voilà. bravo. C'est comme il faut. Bravo. Parfait. Trop bien. Et est-ce que vous seriez prêt
de faire des formations, training francophones avec des médecins ou chercheurs ici en France et peut-être aussi ajouter quelques fêtes. Bon, Bon, s'amuser, c'est toujours important. C'est bien de oui, manger bien et d'avoir quelque chose de bon à part, ça on sait bien. spécialement en France avec des vins et la nourriture qui est vraiment délicieuse. Mais bon, j'ai eu pas l'idée de traîner des médecins en France, mais c'est vrai qu'on a une clinique privée qu'on a montée il y a un an qui s'appelle Scion. Et Ryan, là, on offre la thérapie de dépression avec le kétamine qui est légale et ouais. même si c'est off-label, mais on le fait avec la psychothérapie. On appelle ça ketamine assisted psychotherapy. Et off-label, Et, ça veut dire et hors AMN. euh, peut-être, je ne sais pas en français. Et ça veut dire qu'on va aussi bien avoir un court entraînement pour des gens qui voudraient travailler avec le kétamine et qui voudraient faire la thérapie psychédélique dans le futur. Pour le moment, c'est pas ouvert, mais on a des plans d'ouvrir quelque chose comme ça. Si ça sera en français, c'est que moi qui parle français. Je pense plutôt si c'est pour des étrangers, ça sera en anglais. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup. On peut finir ici, mais c'est que le début, je sens. Merci beaucoup pour cet épisode et j'espère qu'on va reparler prochainement. Merci. Parfait, bon courage avec la recherche. Merci. À la prochaine.